Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais discuter avec Jérémy. Donc bonjour. Bonjour. Merci à toi de m'accueillir. Donc nous sommes à Orléans ici. Tu as eu la gentillesse de m'accueillir dans ton cabinet. Alors avant de démarrer, je vais juste rappeler le thème d'aujourd'hui et également les petits conflits d'intérêts qui m'animent. Donc cette vidéo elle est faite dans le cadre de GMK, qui est une société de formation. Et du coup, il ne faut pas oublier que je te pose des questions dans ce cadre-là. Et tu as eu la gentillesse de m'accueillir là-dessus. Et aujourd'hui, on va parler... alors du coup, je ne sais plus comment il faut que je le dise. On va parler d'un peu du judiciaire. On va parler de droit en kinésithérapie tout simplement, de manière générale. Ouais. Et du coup, je pense que ça va pouvoir intéresser pas mal de monde. Et Jérémy m'a proposé quelque chose qui va être sympa, puisqu'il va nous décrire certaines situations qui se passent en kinésithérapie. Et puis on va essayer de laisser un petit temps pour réfléchir ensemble, voir s'il y a des choses qui choquent. Et l'idée, c'est aussi de faire avancer chacun sur ces questions un petit peu de droit. Voilà, et donc en fait, il y aura deux vidéos, on coupera au milieu, comme ça, ce sera deux vidéos plus courtes et ce sera sympa. Donc vous aurez une vidéo là, et la prochaine, vous l'aurez sans doute dans 2-3 semaines. Donc on va partir là-dessus. Et du coup, qui es-tu, Jérémy? Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, Jérémy, je suis, comme toi, kinésithérapeute, diplômé de l'IFMK d'Orléans il y a maintenant 7 ans. C'est ça, je suis resté au même endroit, pas beaucoup bougé. Ensuite, j'ai enchaîné sur une formation de kinésithérapie du sport, un DO d'ostéopathie, je le vis bien, rassure-toi. Ouais. Oui, ça va, tu me comprends. Du coup, après, j'ai fait une certification Mackenzie. D'accord. Et ensuite, je fais plusieurs formations courtes. Ouais. On s'en a l'occasion déjà de se croiser, hein, de TMO principalement, quoi, avec l'agence PP, des choses comme ça. Et je suis aussi actuellement le cursus de Kant. D'accord. Je suis actuellement au milieu du niveau 2. Quoi. D'accord, donc il y a 5 niveaux, c'est ça, au Kant? C'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. Et du coup, c'est intéressant que tu as fait d'abord ostéopathie, tu l'as fait dans... Il y a plusieurs courants d'ostéo, tu étais plutôt quel type de courant, si je puis dire? C'était du courant justement, quoi, avec beaucoup de... Beaucoup de fonctionnel? C'est ça, ouais. Et du coup j'imagine que tu t'es un peu écarté de ça aujourd'hui, parce que vu les... Oui, ouais, totalement, bien sûr, ouais, j'ai gardé quelques principes, quelques concepts, mais je m'en suis pas mal écarté, je l'utilise que très ponctuellement. De toute façon, on se nourrit de toutes nos formations. Tout à fait, ouais. Je pense. Ok, donc ça c'est ton cursus formation post-DE. Et du coup, si on est là pour parler de droit, j'imagine que c'est parce que tu as fait quelque chose là-dedans. Exactement, oui. Donc en plus de mon activité libérale quotidienne, je fais aussi beaucoup de journées en entreprise. D'accord. Je vais faire de la prévention auprès des salariés. Je dois en faire à peu près 30 journées par an, quoi. C'est quoi, c'est de l'ergonomie, des trucs comme ça? Non, même si c'est dans mon décret de compétences, je t'avoue, je me sens pas compétent là-dessus. Non, c'est des salariés que je vais voir sur leur lieu de travail et qu'on fait un bilan et une prise en charge adaptée dans le cadre de la prévention. D'accord, ok. Donc c'est des séances de kiné en fait? Ouais, tout à fait, ouais, bien sûr. Et donc la deuxième chose, c'est que je me suis lancé depuis, maintenant ça va faire 1 an, j'ai fait un DU d'expertise médico-légale à Paris, Descartes, qui m'a permis depuis maintenant, comme je dis, quelques mois, d'être kinésithérapeute de conseil auprès de 2 organismes privés d'assurance qui gèrent des responsabilités civiles professionnelles auprès des confrères tout simplement, quoi. D'accord. Et alors c'était un cursus qui était que pour les kinés ou Alors non, du tout. Il y a des cursus qui sont spécialisés dans les kinés, on va y revenir un petit peu après. Moi j'en ai fait un où on était 40. D'accord. C'était 38 médecins, un dentiste et un vilain petit canard, c'est-à-dire moi, quoi. Ok, ça marche. Donc voilà. Et du coup c'était intéressant. Enfin, tu as choisi spécifiquement ça, pour être avec d'autres profils ou... Non, je t'avoue, ce qui a pesé, c'était la proximité notamment, quoi. D'accord. On va y venir tout de suite. Il y en a 2 qui sont très ciblés sur les kinésithérapeutes, pour ceux qui veulent se lancer là-dedans. Donc il y a un DU à Toulouse, à la faculté de droit de l'Institut catholique de Toulouse, en lien avec Santé Juris, avec des grands noms de la kinésithérapie et du droit. Hein. Ouais. Et un second, qui n'est pas un DU, qui est une formation avec la Compagnie nationale des kinésithérapeutes experts, à Paris cette fois. Ok. Et donc en fait, le fait de se faire ce DU ensuite, après, te donne la possibilité de travailler pour des assurances. Notamment, oui, c'est ça en fait. Parce que moi actuellement, comme je dis, je suis kinésithérapeute de conseil.
Et j'ai candidaté pour être nommé auprès de la liste de la Cour d'appel d'Orléans pour avoir décroché le titre d'expert judiciaire qui me permettra ensuite de travailler plus dans l'assurantiel mais vraiment dans le côté judiciaire, quoi. Ok. Je suis un petit rétropédalage. Du coup, dans ta pratique, tu as une pratique de cabinet libéral classique avec une patientèle assez... Alors, non, pas spécialement. Moi, au cabinet pur, je me suis, on va dire, spécialisé entre guillemets, je fais que du dos et de l'épaule. D'accord. Principalement. Ouais, tu bosses comme moi. Voilà, c'est ça. Ok, et donc dos, épaules, et du coup, tu as dit 30 jours par an entreprise, donc ça te fait à peu près un jour par semaine où tu es... ouais, c'est ça, il doit y avoir 4-5 jours dans la semaine où je fais autre chose que du cabinet, quoi. Ok. Et tant que j'y pense, parce que je pense que c'est important et je pense que tu seras d'accord avec moi, est-ce que tu as des conflits d'intérêts éventuels? Alors, justement, j'en reparlerai tout à l'heure pour ceux que ça intéresse, mais je vais animer une formation fin juin sur qui s'appellera l'aspect juridique en kinésithérapie, de la déontologie au contentieux, s'informer pour mieux se protéger, tout simplement. D'accord. Et c'est où? Ce sera où? Alors, ce sera à Paris avec l'ONREC le 29 juin. D'accord, avec l'ONREC. Okay. D'accord. Et du coup, mon conflit d'intérêt, il est là-dedans. Par contre, vis-à-vis de mon activité de kinésithérapeute de conseil, je pense qu'on peut même appeler ça un conflit d'intérêt inverse, parce que finalement, plus vous êtes formé, moins nous sommes sollicités, tout simplement. D'accord. Ok, ça marche. Ok, donc du coup, on va revenir un petit peu sur tous ces aspects droit, judiciaire, tout ça. Alors, concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, ce vers quoi tu veux aller, l'expert judiciaire? D'accord. Alors, l'expert judiciaire, tout simplement, c'est une personne qui est nommée sur une liste de cour d'appel. D'accord. Il va intervenir à plusieurs occasions, notamment dans le cadre d'un contentieux entre un praticien, un kinésithérapeute logiquement, et son patient. Lorsque la justice aura besoin d'éclaircissement pour déterminer s'il y a eu une responsabilité entraînant un préjudice, un dommage corporel pour le patient, tout simplement. Alors, on peut aussi intervenir dans des choses plus diverses, par exemple avec les organismes sociaux, pour des problèmes de cotation d'actes. C'est un peu à la mode. D'accord. Pour des problèmes aussi de reconnaissance d'invalidité. Ouais. Et aussi pour des choses un petit peu plus minoritaires, comme par exemple l'estimation de la valeur de vente d'un cabinet. Ces choses-là, quoi. Du coup, je reviens juste sur ce que tu viens de dire. Par rapport à un problème de cotation d'actes, je pensais que c'était le médecin conseil qui décidait de ça. C'est qui va te saisir, du coup? C'est le praticien qui va se sentir lésé, ou c'est la Sécu qui va... Enfin, les CPAM qui vont te dire il y a un souci de cotation? Non, ça c'est quand ça va un peu plus loin que la simple entrevue avec le médecin conseil, ça va au tribunal administratif de la sécurité sociale. D'accord, ok. Là, du coup, il y a des listes de professionnels qui sont spécialisés dans la nomenclature des actes. D'accord, ok. Bon, c'est encore très peu ouvert aux kinésithérapeutes, je préfère pas m'avancer, il y en a pas beaucoup, je pense. Combien vous êtes de personnes qui peuvent justifier, toi pas encore, mais du titre d'expert judiciaire en kiné? Le premier c'était en 1996, et actuellement, on va se rapprocher de 50, je pense. Ah, quand même. Et à chaque cour d'appel, il y en a un? Non, justement. Donc, c'est l'intérêt de promouvoir un peu cette casquette, cette compétence pour les kinésithérapeutes, c'est qu'il y a encore de nombreuses villes, même des grandes villes, dont les listes de cours d'appel sont vacantes d'un kinésithérapeute expert judiciaire. Donc c'est intéressant de regarder sur votre ville si jamais il y a un manque à ce niveau-là. En fait, malgré tout, la profession de kinésithérapeute a un taux de sinistralité très faible. Ouais. Il y a la MSASF qui publie, je crois qu'il est la seule à publier à ma connaissance sur la sinistralité de ses adhérents. Je crois que sur 33 000 adhérents, il y a 2 ans, ils avaient eu 80 dossiers. Ouais. Ça fait moins d'1%, quoi. En général, la plupart, c'est le patient qui va se plaindre, porter plainte pour son... Ouais, bien sûr. Okay. Et du coup, devant ce faible taux de sinistralité, les sollicitations pour un expert judiciaire sont, heureusement, je serais tenté de dire, assez peu fréquentes. Ouais, en gros, c'est 1 dossier, 2 dossiers par an. D'accord. Moi j'ai un peu de chance, j'en ai fait 3 déjà. Ouais. Donc ça reste donc, il faut bien garder ça en tête, une activité très secondaire, voire même tertiaire. Ouais. Et ça ne peut en aucun cas devenir un métier à part entière. Parce qu'en plus, il est demandé de garder une activité de terrain. Bien sûr. Tout simplement. Donc cette compétence est quand même à développer justement dans les zones où
où la demande est Du coup, forte. par exemple, la Cour d'appel d'Orléans, elle couvre tout le Loiret, elle couvre au niveau régional. Comment ça se passe en fait? Je sais pas, En fait, on s'inscrit, donc pour être expert judiciaire, il suffit simplement, entre guillemets, de déposer un dossier auprès du procureur de la République du tribunal dont le candidat dépend, suivant le lieu de son exercice principal. D'accord, en tant que kiné, par exemple, toi, c'est parce que tu bosses à Orléans? Exactement, ouais. Par contre, comme j'ai dit, en revanche, il est quand même conseillé d'avoir été formé, à minima, tout simplement pour éviter des maladresses, des vices de forme, des choses comme ça qui peuvent rendre des fois des dossiers caducs, tout simplement. Quoi. Okay. Du coup, tu saisis, et par exemple, est-ce que tu peux être entre guillemets saisi, ou je sais pas si ça se dit comme ça, il y a un truc dans le Languedoc, il leur manque un expert, ils peuvent venir te chercher ou tu fais Oui, tout à fait. Par exemple, la dernière fois que j'ai été sollicité, l'expert judiciaire, c'était à Angers, l'expert judiciaire n'était pas d'Angers, tout simplement parce qu'il n'y en avait pas. D'accord. Donc il venait de Poitiers. Ah ok, d'accord. Il y a encore des villes qui sont vierges, ouais. Toi, tu es plutôt vers Dijon, tout ça, quoi? Ouais, maintenant plus dans 23, mais... Ah oui, c'est vrai, pardon. Mais Dijon, il doit y en avoir. Oui, il y en a. Ouais. Et en même temps, 50, j'imagine que les cours d'appel, je sais pas du tout, ça marche par département ou par région? Non, c'est à l'échelle locale générale, oui, c'est ça, ouais. Ok. Et alors, du coup, même si tu l'as déjà évoqué, donc si je comprends bien, il n'y a pas forcément de formation pour devenir expert, il suffit de déposer un dossier. Mais alors, si on veut se former sur le vice de forme, tout ça, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité? C'est ce que je t'ai évoqué tout à l'heure, les trois principales formations, tout à fait, ouais. Après, sauf si je me trompe, ce n'est pas obligatoire. Simplement, c'est quand même vivement conseillé, tout simplement. Globalement, le dossier ne passera pas si derrière tu n'as pas fait une formation. Oh, ça, je peux pas m'avancer, mais c'est un plus, tout à fait, ouais. Ok. Et donc, ces formations-là, donc ton DU, ça a duré 1 année? Ouais, tout à fait, ouais. Et ça demande combien de temps de travail personnel, t'as combien d'heures de cours, etc. Oh, j'ai dû avoir, je sais plus, 30, ouais, une bonne vingtaine de jours. D'accord. Après, ça demande comme tout DU, tout simplement, un apprentissage, mais par contre sur des choses qui nous sont totalement étrangères, quoi. Donc c'est plus vraiment de la kinésithérapie, c'est plus de la médecine, c'est des choses qui impliquent de développer des connaissances dans des domaines qui nous sont étrangers, tout simplement. Ouais, donc du droit... C'est ça, ouais. Encore une fois, on n'est pas juriste, on n'est pas avocat, hein. C'est absolument pas le but de l'intervention, mais c'est juste d'en avoir des notions pour éviter les bévues. Et justement, donc l'expert judiciaire, finalement, c'est un technicien qui va donner un avis d'ordre purement technique sur une question pour éclairer le juge qui peut se déclarer totalement incompétent pour répondre à certaines problématiques. Et par exemple, ce qu'on recherche, c'est une faute, tout simplement, qui a entraîné un préjudice pour la victime. D'accord. Clairement, si je prends concrètement, par exemple, tu as une victime qui se plaint d'un acte qui n'aurait pas été, selon elle, soit efficace ou soit dangereux. Elle va saisir du coup, le tribunal ou l'ordre ou je sais que sais-je. Ensuite, le juge va chercher l'expert, va lui dire voilà, est-ce qu'il a fait quelque chose qui était normal ou dans les clous de son métier, c'est ça? Oui, on va dire contraire aux règles de l'art, tout simplement, ouais. D'accord, ok. Mais simplement, donc, comme tu l'as évoqué, il y a plusieurs niveaux. Donc, ça peut être au niveau ordinal, c'est du disciplinaire, niveau civil, pénal. Ça peut être aussi une commission de conciliation et d'indemnisation, d'accord? Ou un recours tout simplement amiable aussi. Hein. Ça peut être à plein de niveaux là. Exactement, ouais, suivant ce qui est reproché, ce qu'on cherche à obtenir aussi, que ce soit une condamnation, une indemnisation, une sanction. Donc, si je te suis, tu as parlé du terme de technique, mais alors, du coup, me vient une question là. Vous êtes que 50 en France, a priori. Vous avez chacun vos spécificités d'exercice. Donc, toi, en l'occurrence, c'est pathologie musculo-squelettique, si je t'ai suivi. Est-ce qu'on peut venir te chercher sur, je sais pas, de l'urogynéco ou de la neurocentrale? Du coup, si techniquement, si ce que tu me dis que vous êtes technicien, tu es peut-être moins compétent là-dedans, alors comment vous faites dans ces cas-là? Alors, le principe de base, c'est pourquoi le juge demande une expertise. Comme je te l'ai dit, c'est parce que lui-même se considère comme incompétent. D'accord? Parce que le juge, dans la même journée, il va pouvoir avoir plusieurs affaires et il ne peut pas être logiquement juge, médecin, ingénieur, kiné, horloger, tout ça. Okay? Donc il va demander à quelqu'un qui a une personne qualifiée dans un domaine autre que le droit, d'accord, de lui donner un avis éclairé. Simplement, comme tu le soulignes, moi, il y a certains domaines de kinésithérapie où je ne connais absolument rien. Après, ça ne m'empêche pas de faire des recherches. Bien sûr. Donc, ça ne m'empêche pas de demander de l'aide d'un ou une confrère.
D'accord. Donc tu peux quand même intervenir sur des Bien sûr. qui sont a priori. Mais si je me sens incompétent, logiquement, j'en fais part au juge, tout à fait, oui. D'accord, ok. C'est tout à fait possible. Donc vous restez voilà, un avis technique. Et du coup, vous appuyez sur quoi pour établir, sur les recommandations de l'HAS, sur ce genre de choses, pour établir les règles de l'art ou... Oui, tout à fait. Bah, c'est ce que les soins ont été donnés en accord avec les données actuelles de la science. Est-ce que ça a été fait dans les règles de l'art? Est-ce que tout a été respecté? Le consentement, l'information, le secret médical, toutes ces choses-là. Voir s'il n'y a pas eu de manquement, tout simplement, quoi. Et du coup, imaginons que tu sois saisi par le juge. Est-ce que tu rencontres le kiné qui est attaqué? Je ne sais pas si on peut dire. Je suis vraiment naze en droit, donc je ne sais pas quels sont les mots. Je sais que les mots sont très précis. Tu rencontres le kiné qui est attaqué. Du coup, tu discutes avec lui. Est-ce que c'est pas trop compliqué de rester extérieur et neutre, parce que tu dois être, t'es pas jugé parti, mais toi tu parles à un confrère, mais en même temps tu dois te positionner sur ce qu'il a fait. Bien sûr, bah c'est là toute la difficulté, c'est malgré tout d'essayer de rester le plus objectif possible. Et c'est pour ça qu'il faut garder un peu de recul et être lucide sur ces problèmes d'affect, tout ça, bien sûr. Quoi. Donc il n'y a pas d'anonymat, tu rencontres vraiment la personne. Ah, tout à fait, oui. Et tu rencontres la victime aussi ou... Bien sûr, bah lors de l'expertise, tout le monde est réuni, quoi. Donc il y a le kiné expert judiciaire, il y a la victime avec ses conseils, à savoir son avocat, peut-être même son expert à elle de son assurance. Il y a le kinésithérapeute mis en cause, qui lui aussi a son avocat, éventuellement le kinésithérapeute conseil de l'assurance dont il paye ses cotisations de RCP. Donc on est vite assez nombreux quoi, pendant l'expertise. D'accord. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce truc-là? Comment tu t'es dit je vais faire ça Alors, je suis un petit peu tombé dessus par hasard. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui était lui-même expert judiciaire. Et bon, je suis allé un peu au culot. Un jour, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Je lui ai téléphoné, je lui ai dit, bah, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Ça m'intéresse, je connais pas. Moi, je suis curieux, je veux découvrir plein de choses, quoi. Et il m'a dit, bah écoute, là j'en fais une prochainement. Bah, si ça t'intéresse, viens, on en parle et tout ça, quoi. Donc, c'est comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier, quoi. Tu as peut-être suscité des vocations? Des vocations, je sais pas. C'est cool, mais s'il en manque en plus, ça peut. Ouais, mais comme je te dis, il faut garder malgré tout à l'esprit que c'est beaucoup de travail parce qu'après, malgré tout, le dossier, il faut l'étudier avant. Après, il faut rendre un rapport. C'est rémunéré ou pas? C'est chronophage. Oui, tout à fait. Et du coup, est-ce que on pourrait dire qu'il y a une limite entre guillemets d'âge? J'imagine qu'un expert, quelqu'un qui sort de l'IFMK, prétendre déposer un dossier, c'est peut-être un peu jeune. Enfin, qu'est-ce que tu en penses de ça, de la notion d'expérience personnelle par rapport à... Alors, sur la notion d'expérience personnelle ou professionnelle, bon, c'est lié. Hein. Moi, je suis pas spécialement pour le fait d'attendre d'avoir forcément 50 ans. Hein, parce que, sur les réseaux sociaux, c'est souvent animé, les kinés des années 90 contre la jeune génération. Donc moi, je n'ai pas d'a priori là-dessus. Simplement, je pense qu'il faut juste montrer qu'on est dans une démarche de professionnalisation, de soif de connaissances, tout ça, d'actualisation des connaissances. Moi, ça me semble la première priorité, hein, tout simplement. On est d'accord, donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir une... Enfin, je veux dire, il ne faut pas attendre 25 ans avant de se dire, tiens... Je ne pense pas. C'est mon avis. Après, les juges, peut-être qu'eux pensent différemment. Ça, c'est eux qui déterminent, quoi qu'il arrive, si vous êtes validé ou pas, hein, tout simplement. Par contre, je crois qu'il y a une limite d'âge maximale pour être expert judiciaire auprès du tribunal qui doit être de 70 ans. D'accord, ok. Par contre, une des conditions, tu disais, c'était d'avoir un exercice professionnel. Oui, tout à fait. Oui. On est obligé de continuer de pratiquer. Oui, parce qu'on est considéré comme expert, entre guillemets, c'est pas du tout prétentieux, hein, dans notre domaine. Du coup, si on ne pratique pas, est-ce qu'on est encore pertinent pour donner un avis sur nos confrères? D'accord, oui, c'est sûr, c'est évident. En fait, j'aimerais aussi revenir sur un détail, c'est pourquoi ça s'est développé un peu, les experts judiciaires kinésithérapeutes. C'est venu en parallèle avec le développement de la profession qui a gagné en autonomie, qui a gagné en responsabilité, avec notamment depuis la reconnaissance depuis le décret du 27 juin 2000 du libre choix des actes, libre choix des techniques, la mise en avant du bilan et du diagnostic kinésithérapique. Tout ça, ça a permis de développer un peu
l'expertise kinésithérapique tout simplement. Parce que nous possédons des connaissances et des savoirs qui nous sont propres, voire exclusifs, ce qui fait que certaines professions de santé ne sont peut-être pas compétentes pour trancher, pour répondre à des problématiques nous concernant, tout simplement. On ne peut pas saisir le médecin, par exemple, pour juger d'un acte qui était... Ça se fait encore beaucoup, mais simplement, est-ce qu'un médecin est à même de répondre à un protocole de kinésithérapie pure? Je sais pas. Il y a des médecins de rééducation, des rhumatologues peut-être. Mais après, des fois, il y a des choses qui me semblent un peu aberrantes, par exemple des affaires de, je sais pas, il y a des spécialités médicales qui sont très mal représentées, d'accord. Je sais pas, un problème de fracture qui est expertisé par un psychiatre, quoi. Oui, c'est sûr. Mais des fois, il n'y a que ça. Et ça me fait penser à autre chose. Tu dis que les experts sont apparus aussi parce qu'il y avait une sorte d'autonomisation. Voilà. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet un peu États-Unis avec peut-être les gens deviennent un peu plus procéduriers et on demande, on leur rend des comptes. Est-ce que ça augmente pas aussi le besoin d'experts? Est-ce qu'il n'y a pas une augmentation des affaires ces dernières années? Donc encore une fois, là-dessus, moi j'ai aucun recul. C'est ma première année. Par contre, la MSFSF, encore une fois, a publié un peu des chiffres de sinistralité. Et globalement, d'une année sur l'autre, sur les 10 dernières années, c'est à peu près pareil. Ah, ça reste. Donc il n'y a pas d'emballement là-dessus? Pas spécialement. Okay. Par contre, il y a des indemnisations qui ont dépassé le million d'euros qu'il n'y avait pas avant, quoi. D'accord. Donc ils sont de mieux en mieux indemnisés, quoi. Ça coûte de plus en plus cher à indemniser, mais en termes de nombre, d'après leur graphique, c'est globalement constant, quoi. C'est un coup un peu plus, un peu moins, mais il n'y a pas vraiment. C'est pas exponentiel, quoi. Ok. Juste pour finir, tu dis que tu bosses pour les assurances, donc pour les RCP. Est-ce que quand elles te citent. Non, j'ai pas un tarif préférentiel. C'est ça que je voulais demander. Est-ce que par exemple, la RCP elle a tout intérêt à ce que ça lui coûte le moins cher possible? Exactement. Donc il y a des pressions, comment elle peut te présenter les choses de manière différente en te disant voilà, il faut que nous ça nous coûte le moins cher possible. Donc là c'est la différence entre l'expert judiciaire du tribunal et le kinésithérapeute de conseil de l'assurance. L'expert judiciaire du tribunal, lui, il est ni pour l'un ni pour l'autre. Donc lui, il entend les deux et puis il donne son rapport. Donc lui, ça va être la personne la plus objective. Le kinésithérapeute de conseil de l'assurance, il va faire tout ce qu'il peut pour que ça coûte le moins cher possible l'assurance. Il va présenter ça d'une manière, de la faire sous son meilleur jour, quoi. D'accord, ok. Super, donc là on a parlé de tout ce pan-là et donc je vous disais qu'on allait pouvoir passer à la suite. Donc comment on fait? Tu lis le petit texte? Donc l'idée c'était afin d'éviter un peu un ping-pong de questions qui peut-être pas très intéressant pour les auditeurs. L'idée c'est que je vais essayer d'illustrer quelques-uns des points qui posent problème quotidiennement lors de l'exercice libéral en cabinet à travers une histoire fictive. Donc tu vas essayer de retrouver les erreurs éventuelles, tout simplement. En fait c'est un peu de la même manière que quand tu prends ta voiture le matin pour aller travailler, tu commets plus ou moins volontairement des infractions au code de la route. Par exemple, je sais pas, un excès de vitesse, tu oublies ton clignotant, ton pneu est lisse, t'envoies un SMS au copain pour commenter le match de foot de la veille, d'accord? Et ça, il se passe exactement la même chose en kiné. Dans la journée, on commet des petites erreurs. La seule différence, à mon sens, c'est que le code de la route, tu l'as appris, tu as été évalué dessus. Le code de déontologie, tu es censé le connaître, l'appliquer, mais il n'y a jamais eu d'examen de compétences là-dessus. Donc en général, on fait des fautes. Moi, le premier, j'en fais même encore, malheureusement. Mais on le sait souvent pas, quoi. C'est ça l'ennui, quoi. Donc l'intérêt de tout ça, de demander des fois des gens qui ont un peu potassé les codes, tout simplement. D'accord. Là, j'ai utilisé une super métaphore, Mike Stewart, si tu m'entends, quoi. J'ai bien appris l'accent, quoi. Pour les gens qui le connaissent pas, Mike Stewart, qui est un physio qui travaille sur la douleur et qui vient à l'agence BP, je crois. Exactement. Et qui, il paraît super, top de chez top. Exactement, je recommande vivement. Ok, juste petite question. Le code de déontologie, on est d'accord, parce que souvent j'en parle à mes étudiants, on a une obligation de le suivre à partir du moment où on l'a signé. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit dedans, on doit suivre. C'est la différence avec l'éthique. D'accord. L'éthique ne repose pas sur un texte formel. La déontologie, vous n'avez pas le choix, c'est quelque chose qui est écrit et que vous vous engagez à respecter. Ok, je suis prêt à passer à l'échafaud.
C'est parti. Alors, cette histoire est totalement fictive, les personnages... ça marche? C'est ça. Alors, une nouvelle patiente vient vous consulter à votre cabinet pour une prise en charge d'une cervicalgie consécutive à un accident de la voie publique datant de 2 mois. Elle avait été initialement suivie par un confrère qui avait pratiqué 10 séances sur les 10 prescrites par son médecin traitant. Ses douleurs avaient depuis complètement disparu, mais suite à un effort lors de son déménagement dans votre région, elle se plaint de nouveau de son cou depuis environ 2 semaines. Vous réalisez la première séance en lui demandant de revenir avec une nouvelle prescription à la date du jour lors du prochain rendez-vous. Enfin, vous contactez spontanément son ancien praticien afin qu'il vous transmette son dossier médical afin d'assurer la continuité des soins. Alors qu'en penses-tu? À vue de nez comme ça, je dirais que il va y avoir la problématique du soin d'urgence et du soin, enfin, le fait de travailler sans ordonnance. Je ne suis pas très OP là-dessus, donc je comptais justement sur l'interview pour que tu le précises, de différencier ce que c'est qu'un soin de première intention et un soin en urgence. Là, en l'occurrence, on est en première intention puisque la personne n'a pas été vue. Est-ce que légalement on a le droit ou pas? Franchement, j'ai pas la réponse. D'accord. Alors ouais, comme tu l'as souligné, là le problème c'est dans la distinction, est-ce que c'est une consultation en urgence là, ou est-ce que c'est une consultation en première intention? Leur seule similarité, c'est qu'elles sont sans prescription médicale. D'accord. Alors, il faut savoir que actuellement, il n'y a pas de définition légale de l'urgence. D'accord. C'est-à-dire que le caractère urgent ou non d'une séance sera évalué au cas par cas. D'accord. Évalué par qui? Par le kiné? Par le kiné, et s'il y a un problème, par une autorité supérieure. Okay. L'urgence, elle doit obligatoirement, pour une séance, une consultation en urgence, elle doit obligatoirement avoir lieu en l'absence, c'est le texte de loi, d'un médecin, une absence avérée et prouvée. D'accord. Prouvée. D'accord. Le problème, il est dans certaines grandes villes. Je pense qu'il y a toujours un service d'urgence. Oui. Il y a SOS médecin. C'est compliqué. D'accord. Moi, j'ai pas de scoop là-dessus, de vérité, hein, parce qu'encore une fois, ça n'a jamais été tranché. Donc moi, je donne des pistes, et après, c'est à chacun d'évaluer la situation, exactement. En plus, finalement, qu'est-ce que c'est une consultation en urgence? L'urgence, c'est quoi? C'est la situation d'un patient qui doit recevoir des soins sans délai. Et ensuite, il y a plusieurs niveaux d'urgence qui sont suivant le degré de mise en jeu du pronostic vital. Il y a une urgence qu'on peut appeler comme au ressenti. Oui. Imaginons, quand tu es venu à Orléans, sur le bord de la route, il y a un accident, une voiture sur le toit, quelqu'un qui est dedans inconscient, tu te dis, ah bah faut que je sors de là, la voiture va peut-être prendre feu. Oui. Tu sors de là, la voiture n'a jamais pris feu. Oui. C'était une urgence ressentie, mais qui était fausse. D'accord. Oui. Ensuite, il y a une urgence vraie, extrême, qui va mettre rapidement le pronostic vital en jeu, et une urgence vitale, où là, le pronostic, il est en jeu. Par contre, comme je te dis, personne n'a défini que le pronostic vital devait être mis en jeu dans les 3 heures, 20 minutes et 18 secondes. Ah, d'accord, ok. C'est là toute la problématique. Pour te donner un exemple, moi j'ai trouvé un article c'était pas là-dessus, hein, mais c'était très parlant, un médecin urgentiste qui parlait de son patient qui sortait du service de réanimation. Il présentait à l'hôpital, il était hospitalisé, il présentait un encombrement qui nécessitait des séances de chimiothérapie respiratoire pour le désencombrer. En revanche, dans son service, il n'y avait aucun kinésithérapeute. C'était un article concernant la pénurie du secteur salarié, quoi. Donc du coup, en absence de soins, ce patient s'est dégradé, il a développé des atelectasies qui ont conduit à une nouvelle intubation et à un nouveau séjour en réanimation avec mise en jeu de son pronostic vital. Là, j'ai trouvé dans un fait divers vraiment un vrai cas d'urgence qui est servi. Ça doit être assez rare, je pense. Mais on a le droit d'intervenir dans un cas d'urgence réel, comme tu dis. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est autorisé assez récemment. Ouais, c'est récent, c'est depuis la nouvelle définition de la profession. Et dans ton exemple, du coup, a priori, ce serait pas une urgence. À ton avis, ça fait il y a 2 semaines qu'elle a mal? Je pense pas. Donc ce serait de la première intention, du coup. Ouais. C'est là qu'on n'a pas le droit. Exactement. Ok. Après, ce sera précieux à chaque fois. Ouais. Après, sorti de ce cas-là, moi je pense que c'est une très bonne avancée pour la profession, mais comme je te dis, c'est pas à confondre avec une possibilité de première intention systématique. Je ne crois pas me tromper en disant que sur les réseaux sociaux, quand on parle de notion d'urgence, ils prennent toujours l'exemple de l'entorse de cheville. Du coup, si je t'écoute, c'est pas une urgence vitale pour moi. Enfin,
Non. Donc c'est pas forcément un bon exemple, du coup. C'est pas le plus pertinent, non. Ça va plutôt des exemples de type respi, de type... Après, il peut y avoir des urgences aussi géographiques. Oui. Imagine un praticien qui est dans une campagne, il y a le médecin et il n'y a pas de médecin, le médecin est en vacances, il n'y a pas de médecin. Oui. Là, ça peut devenir une consultation d'urgence. Mais même si le pronostic vital n'est pas en jeu, encore une fois, là, je te donne vraiment une vraie urgence. Ouais. Après, c'est au cas par cas. D'accord. D'accord. Et dans la suite de ton histoire, il y avait peut-être une seconde erreur, il me Ouais. semble. C'est demander un dossier à un collègue. Est-ce que le collègue a le droit de te transmettre le dossier ou pas? Donc là, effectivement, c'est le problème du secret médical partagé entre deux professionnels de santé, kinésithérapeutes, qui sont chacun soumis au secret médical. En revanche, la transmission des informations concernant le patient, elle doit obligatoirement avoir reçu l'accord préalable de ce dernier. Ah, je savais pas. D'accord. Obligatoirement. Et quand tu dis accord préalable, c'est un truc signé? Ou à l'oral Pas nécessairement, Non. il faut que tu puisses apporter la preuve que tu lui as demandé son avis, quoi. Donc quand j'appelle mon collègue et dit qu'est-ce que tu as fait avec elle, logiquement, il faut que ma patiente ou mon patient soit au courant que j'ai demandé. Exactement. Ah bah tu vois, je ne savais pas. Tout simplement. Après, ça c'est un cas que j'avais trouvé un jugement là. Je l'ai un peu modifié, mais c'était à peu près la même chose. Donc le patient avait porté plainte pour violation du secret médical. En revanche, il a eu gain de cause sur la faute, on va dire, mais ça n'a pas donné lieu à une indemnisation, puisque la Cour de cassation, il me semble, avait tranché que pour donner lieu à indemnisation, la violation du secret médical devait donner lieu à un préjudice. D'accord. Là, il n'y a pas de préjudice, quoi. Oui, Donc, ça n'a pas été bien loin, mais il y avait quand même violation du secret médical. Ok, ça marche. Tout simplement. Et tu avais loupé une petite faute quand il va demander à son médecin de revenir avec une prescription à la date du jour. Ah oui, oui. Tout simplement, là en fait, il demande au médecin d'antidater une ordonnance. Donc en gros, il lui demande de réaliser un faux. Oui. Et toi, sciemment, tu vas utiliser un document que tu sais qu'il est faux. Ouais. Donc c'est un usage de faux. Ouais, ça m'est déjà arrivé plein de fois, ça. C'est ça, oui, on essaie d'être arrangeant et... D'accord. Et là, du coup, encore une fois, il faut qu'il y ait un préjudice. Là, le préjudice, je sais pas, ça peut être le préjudice au niveau de la sécurité sociale. Parce qu'une séance de première intention ou une urgence, c'est pas remboursé. Et là, si tu as une ordonnance à la date du jour, c'est remboursable. Tu as un préjudice à la sécurité sociale. Même si c'est 10 €, quoi. Ouais, c'est sûr. D'accord. Ok. Voilà. Ensuite, très prise par son nouveau travail de salarié dans une salle de sport, il lui arrive d'annuler quelques-uns de ses rendez-vous. Malgré tout satisfaite de vos soins, elle vous demande quelques cartes de visite pour les distribuer à ses adhérents qui se plaignent de douleurs diverses. C'est de la publicité, ça. C'est pas forcément, mais c'est le risque que ça en devienne, voilà. tout simplement. En fait, pour éviter de se voir reprocher une tentative de publicité, la carte de visite, on a le droit d'en avoir et d'en distribuer, mais d'être distribuée de manière strictement personnelle. D'accord. Pour éviter tout simplement qu'elle se retrouve sur un comptoir d'un établissement pas donner un paquet public. Pour dire... Non. D'accord, ok. Après, c'est peut-être pas une faute là, parce que ça se trouve, une en une, ça va distribuer individuellement, mais Mais on sait pas. on sait pas. Hein. D'accord. Donc ça pourrait être considéré comme de la publicité. Ouais, c'est ça le risque en fait, parce qu'on a tous vu sur des comptoirs de boulangerie des cartes, Oui. pas tellement de kinésithérapeutes, mais d'autres thérapeutes. D'autres thérapeutes, quoi. Ou thérapie. Exactement, hein. Ok, bon après eux ils ont un statut un peu à part, hein, bien sûr. Ok. Ensuite, vous faites rapidement la connaissance de son époux, qui vous consulte également en parallèle. Inquiet pour elle, il vous demande ponctuellement des nouvelles concernant l'évolution de son état. Ce dernier vous consulte pour des pertes d'équilibre fréquentes et une tendinopathie rotulienne. Une fois déshabillé, vous constatez de nombreux hématomes qui vous font penser à des marques de coups. Vous l'interrogez à ce sujet et il reconnaît des violences conjugales répétées subies des mains de son épouse. Ah oui, pourquoi pas. Ouais. C'est pas que dans un sens. Hein. Un peu honteux, il hésite à se rendre à la gendarmerie. Vous attendez la fin de votre journée de travail pour aller le signaler, de peur que la situation ne dégénère. Ok. Et ben là-dessus, on en discutera dans la prochaine vidéo pour Ça marche. un petit peu la bouche. Merci à toi pour cette première vidéo. Et on se retrouve d'ici 2-3 semaines pour parler de la suite. J'espère que vous aurez apprécié cette partie-là. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous rendre sur le site www.gm-6k.com. Voilà, puis on se retrouve très bientôt. Merci à toi. Merci, à bientôt. Et à bientôt.